Loi de finances 2026, le récapitulatif. Et hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, je sais que j'avais déjà fait des épisodes en préalable lors du projet de loi de finances et que je vous expliquais en long, en large, en travers, comme quoi j'essayais d'y passer le moins d'énergie possible, ce que je recommande d'ailleurs que vous fassiez. Et là, aujourd'hui, j'avais promis que lorsque la loi serait effectivement passée, je ferai un récapitulatif pour que les personnes qui veulent en tout cas être informées sans y passer des heures, elles attendent mon récapitulatif. Donc le voici. Alors, tout d'abord, pour commencer, je vais faire un petit rappel de pourquoi je vous dis de ne pas vous prendre la tête trop, parce qu'en fait c'est comme ça à chaque fin d'année. Chaque fin d'année, on annonce des fins de LMNP, chaque fin d'année, on annonce des énormes changements fiscaux, des nouvelles lois incroyables, etc., etc., etc. Et en fait, on passe une énergie de dingue pour suivre cette actualité de peut-être que ça va passer, ça va peut-être pas passer, Dorine, qu'est-ce que t'en penses? Et puis si jamais ça passe. Et la morale de l'histoire, c'est que, encore une fois, c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Je vais vous expliquer là, dans cet épisode, donc le récapitulatif des changements effectifs, mais j'ai vraiment envie en préambule que vous compreniez que faites attention de ne pas perdre trop de temps avec de l'information qui n'est pas encore terminée, surtout pour les lois fiscales. Moi, personnellement, j'essaye vraiment de m'informer au minimum parce qu'on peut passer vite des heures et des heures et des heures, alors qu'en réalité, vous pourriez passer des heures à chercher des bonnes affaires, à faire des visites, à faire des offres agressives, avancer sur vos projets immobiliers, plutôt que de tourner en rond sur les potentielles futures lois fiscales. Bref, donc vous le savez, maintenant vous êtes abonné au podcast, en tout cas si ce n'est pas le cas, j'espère que vous êtes abonné, et puis vous en profitez pour mettre une petite note de 5 étoiles, si jamais vous êtes sur Spotify ou sur Deezer ou sur je ne sais quelle plateforme, vous mettez une petite note de 5 étoiles, un commentaire gentil, ça me motive, et vous vous abonnez, comme ça à chaque fois qu'il y aura une loi fiscale, je vous ferai le petit récap une fois que les choses seront faites et réglées. Alors, concernant la loi fiscale 2026, il y a 3 choses dont je voulais vous parler. La première chose, c'est celle qui a fait le plus de bruit, c'est le fameux dispositif Jean Brun, ou autrement dit, la création du statut de bailleur privé. Alors je vous avoue, moi aussi j'étais enthousiaste à l'idée qu'ils allaient mettre cela en place, parce que sur le papier au départ, c'était censé être pas trop mal et assez cool. Mais vous allez voir, au final, je considère que ça a fait pchit, mais vous allez voir. Donc, en fait, l'idée, c'était qu'ils voulaient inciter à faire de l'investissement locatif, parce que vous savez qu'il y a des problématiques de logement en France. Il y a trop de personnes qui galèrent à trouver un logement. Et donc, l'idée du gouvernement, c'était de se dire, on va essayer d'encourager à l'investissement locatif. Très bonne idée, je trouve, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ensuite, ils se sont dit, ok, on va encourager l'investissement locatif, mais d'abord, le statut de bailleur privé, c'était donc de rendre plus attractive la location nue. Parce que la location nue, c'est quand même une belle partie du patrimoine locatif privé. Donc, en fait, ils voulaient favoriser la location nue, qui, en réalité, est un petit peu déséquilibrée par rapport, c'est vrai, au statut de loueur meublé. Parce que, bon, là-dessus, il n'y a pas photo, je ne le cache pas. C'est en général, quand on achète en nom propre, c'est-à-dire que c'est vous-même directement qui achetiez sans aucune SCI, société quelconque, en général, c'est toujours plus intéressant d'être en meublé qu'en nu, parce que le statut de loueur meublé est quand même fiscalement très intéressant. Donc ils se sont dit, tiens, la location nue, il va falloir qu'elle soit un petit peu plus sexy, qu'elle donne plus envie, donc on va faire ce fameux statut de bailleur privé. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Le statut de bailleur privé s'applique dans 2 cas de figure. C'est à la fois dans le neuf et dans l'ancien. Dans le neuf, quand on fait de la location nue, vous pouvez désormais prendre la valeur globale du bien, d'accord ? Donc le prix d'achat, parce que comme c'est acheté neuf, voilà, c'est pareil. Donc vous avez acheté par exemple un bien à 100 000 € dans du neuf, vous déduisez 20% pour le terrain, donc pour le foncier, donc il n'y a plus que 80% que vous allez pouvoir donc amortir, et cette fameuse loi sur le statut de bailleur privé permet désormais d'amortir en principe 3,5% par an sur les fameux 80% du montant que vous avez investi dans ce bien immobilier.
Si jamais vous faites du social, on passe à 4,5% d'amortissement par an. Et si on fait du très social, on passe à 5,5% par an. Donc, grosso modo, ça introduit l'idée d'amortissement. Ce que je trouve, c'est plutôt une bonne chose, en tout cas par rapport au neuf, c'est très bien. Ensuite, par rapport à l'ancien. Dans l'ancien, là, idem, ils ont mis en place également un amortissement possible donc sur les revenus fonciers, chose qui n'existait pas avant. Donc, par contre, il faut pour cela donc acheter de l'ancien. Et l'objectif, c'était d'encourager la remise sur le marché de passoires thermiques ou de biens qui sont très dégradés. Donc la condition pour pouvoir bénéficier de ce statut de bailleur privé, c'est à la fois de faire soit une réhabilitation lourde, donc en gros des énormes travaux, soit, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis deux options, soit travaux qui représentent 30% du coût global du projet. D'accord ? Donc par exemple, si vous avez un projet à 100 000 euros, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans ces 100 000 euros au minimum 30 000 euros de travaux. Voilà, en soi, ça je me dis trop bien, c'est cool, parce qu'en réalité des personnes qui travaillent pour réhabiliter des logements anciens qui sont délabrés, etc., il y en a plein, et c'est dommage que juste parce qu'ils font du nu, parce qu'ils sont mal informés sur la fiscalité, en fait, ils se font matraquer par les impôts, donc c'est bien dommage pour eux, et ce serait bien de les récompenser quand même. Or, ils ont mis en place évidemment tout un certain nombre de conditions, et c'est toujours là-dedans que le diable se cache dans les détails. Donc ils ont décidé que déjà il faut améliorer le DPE, par exemple si vous êtes en E ou en F, il faut l'améliorer en D. En fait en gros, il faut vraiment qu'il y ait une amélioration énergétique, bon ça pourquoi pas, mais même si quand même, je précise, parfois c'est quand même difficile. Atteindre le D, c'est pas possible pour tous les logements, surtout dans certains secteurs sauvegardés. Voilà, des fois, c'est pas si simple que ça d'améliorer la note DPE. Et donc, une fois que vous avez réussi à faire ça, vous avez en principe un amortissement possible de 3% par an. Et si jamais c'est du social et très social, c'est également, il y a des bonus pour que ce soit encore plus intéressant. Mais pour pouvoir bénéficier de cela, il y a un plafonnement de loyer et également un plafonnement de ressources de locataires. D'accord ? Donc, comme on est sur du nu, il faut que ce soit bien loué en nu, en résidence principale. Bon, ça, c'est pas un problème. Il ne faut pas que ce soit un membre de la famille. Ça paraît logique. Bon, parce que voilà, tu ne peux pas louer à ta sœur, à ta mère, ni même à ton oncle. Ça va jusqu'au 2e degré de la famille. Et en plus de ça, il faut que tu t'engages à respecter ce plafond de loyer et les ressources de locataire pendant minimum 9 ans. Donc grosso modo, en fait, l'idée était excellente, mais honnêtement, au vu de toutes les contraintes qu'il faut respecter, au final, personnellement, je vois pas qui va faire ça parmi les investisseurs. C'est-à-dire que oui, maintenant tu as l'amortissement, mais en fait, tu dois louer pas cher à certains types de locataires uniquement, en ayant fait une amélioration DPE minimale. Honnêtement, franchement, en fait, en gros, tu cherches finalement la réduction d'impôts, mais en perdant en rentabilité, comme à chaque fois. Et en fait, la réduction d'impôts où tu payes finalement en points de rentabilité, en général, vaut mieux être rentable et pas avoir de réduction d'impôts que de se retrouver avec un bien pas rentable, mais avec une réduction d'impôts. Moi, c'est honnêtement, à chaque fois que je fais les calculs, dès qu'il y a des incitations fiscales comme ça, malheureusement, très souvent, en fait, ta rentabilité, elle en pâtit tellement que vaut mieux pas. Vaut mieux juste pas rentrer là-dedans. Donc, grosso modo, nous, les membres de notre club, ils vont pas du tout partir sur ce type de statut du bailleur privé. Pour l'instant, je considère qu'il n'est pas intéressant. On va pas le pousser. C'est pas abouti. En fait, moi, j'ai l'impression que l'idée de départ, elle était bonne, mais il y a tout un nombre de discussions qui ont dû avoir lieu, qui ont enlevé de sa substance l'idée, qui, en réalité, au départ, je trouvais plutôt très bonne, parce que ça pouvait rééquilibrer la location nue avec la location meublée. Malheureusement, le neuf, nous, quand on est un investisseur rentable, c'est très très rare d'acheter du neuf. Quand on est dans l'ancien, ça c'est beaucoup plus fréquent, mais malheureusement, toutes les conditions qu'ils ont mises en place pour pouvoir bénéficier de cet abattement location nue sont tellement contraignantes qu'au final, je pense que personne ne va l'utiliser. Voilà, donc ça c'était le dispositif Jean Brun du statut de bailleur privé. Après, peut-être qu'ils ont rentré ça dans la loi et que dans les prochaines lois, ils vont lever les conditions et ça va devenir intéressant. On va pouvoir suivre ça l'année prochaine, mais pour l'instant, pour moi, ça fait pchit.
aucun intérêt. Pour l'instant, nous, en tout cas, personne ne va se pencher sur ce modèle parce que trop contraignant. Et en fait, quand on rajoute tellement de contraintes, franchement, honnêtement, ça donne même pas envie. Deuxièmement, alors là pour le coup, là ça n'a pas fait pchit, mais du coup ils ont fait quelque chose de très très simple. Donc, en fait, ça c'est au niveau de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc vous savez, il y a deux lois qui passent, hein. Il y a la loi de finances générale et il y a la loi de finances de la sécurité sociale. Et cette fameuse loi de finances de la sécurité sociale, eh ben, en fait, elle a fait que la CSG est passée de 9,2 à 10,6%. Donc ça c'est un vrai changement. C'est un vrai changement de perte nette, hein, clairement, pour nous les investisseurs, parce qu'avant, les cotisations sociales étaient au global à 17,2%, maintenant elles sont passées à 18,6%, donc c'est 1,4% de plus. Ça, vous le savez, que vous soyez en LMNP ou peu importe en fait votre régime, d'ailleurs même si vous êtes entrepreneur, bref, dans tous les cas, en fait, la CSG, elle impacte quasiment tout le monde. Après, ils ont précisé que normalement, cette hausse de la CSG n'est pas censée s'impacter sur la partie revenu foncier, donc pour les locations nues. Par contre, pour la location meublée, elle est censée s'impacter. Donc là, en location meublée, on augmente de 1,4% la CSG. Et par contre, sur les plus-values, pareil, c'est censé ne pas être appliqué et qu'on est censé rester sur l'ancien taux. Voilà, c'est un peu flou parce que moi je trouve que du coup ça rajoute encore plus de complexité parce que maintenant c'est un taux de CSG qui n'est pas pareil en fonction de ce qu'on fait. Donc moi je trouve que c'est un petit peu bancal de faire ça, de pas faire ça pour tout le monde. Et en fait il y a de fortes chances que pour faire passer la pilule, ils ont dit que c'était que pour le meublé, mais qu'en réalité ça risque d'être impacté ensuite sur le foncier à un moment donné, sur les plus-values, parce que je me dis que c'est un peu casse-tête quand même d'avoir fait un taux qui s'applique à certaines choses et pas à d'autres. Donc voilà, donc déjà ça c'est une première mauvaise nouvelle pour nous, effectivement, plus de CSG. Et l'impact également, il est sur la flat tax, parce que ce 1,4% d'augmentation de CSG, en fait, ça a impacté directement également la flat tax, qui est passée de 30% à 31,4%. Alors je précise que toutes les informations que je vous donne, moi je les tiens de Simon d'Aragon, qui est un docteur en droit fiscal, qui est également présent sur les réseaux sociaux, qui fait des webinaires également régulièrement pour tenir au courant des nouveautés fiscales. Moi je le suis, ça me permet justement de vous retranscrire à la base avec vraiment une source qui est un docteur en droit fiscal. Donc moi, je trouve que cette source est très sûre. Donc, ça me permet justement de pouvoir faire ces éléments. Et Simon d'Aragon a bien précisé qu'il faut se méfier de la flat tax parce que probablement qu'elle va continuer à augmenter avec le temps. Parce que c'est une façon très simple d'augmenter les recettes de l'État. Comme l'État, vous le savez, il a du mal à faire des économies et c'est quand même beaucoup plus simple de juste décréter d'augmenter des petits pourcentages. Et du coup, il y a des chances que, à terme, la flat tax continue à augmenter. Donc moi, personnellement, de nos jours, là, ce que je ferais, c'est que au niveau de la flat tax, partez du principe que, c'est maintenant 31,4%, partez du principe que ça risque d'augmenter au fur et à mesure des années. Moi, je préfère partir de ce principe-là. Peut-être que ça va augmenter après à 32, puis 33, puis 34, puis 35%, je ne sais pas, mais ça, c'est possible. Ok. Je pense également que la CSG, il y a des chances que ce soit répercuté à terme sur absolument tout, donc revenus fonciers et également sur les plus-values, même si pour l'instant, ils ont dit que ce n'était pas censé être le cas. Donc, moi, je préfère être précautionneuse. Je pense que ça n'ira pas en s'améliorant et voilà, vous pouvez prendre des notes de ça. Moi, il faut que je fasse mes modifications de nos fichiers de simulateur de cash flow pour prendre ça en compte. Moi, je ne vais pas me prendre la tête de faire des modifs en fonction du revenu foncier, meublé, etc. Moi, je vais augmenter partout parce que moi, je vois bien qu'avec le temps, ça va s'augmenter. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que moi, mes fichiers de simulateur de cash flow qu'on utilise dans le club, c'est des fichiers systématiquement où on voit une projection au fil des années. Donc il faut quand même s'attendre à potentiellement que ça va augmenter avec le temps. Et donc, dans ces projections de cash flow, pourquoi pas se dire que ça risque d'être impacté. Donc, quand on veut se projeter dans son investissement rentable et d'avoir du cash flow sur le long terme et potentiellement lever le pied, il ne faut pas qu'on ait une mauvaise surprise que les impôts finalement augmentent alors que ce n'était pas prévu au départ. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire rapidement, à noter, flat tax c'est plus 30%, c'est 31,4%, et pour le meublé c'est plus 17,2% mais 18,6%.
Je me concentre vraiment uniquement sur la partie investissement immobilier. Et enfin, pour ce qui concerne la fiscalité, au niveau du LMNP, donc il n'y a strictement aucun changement. Donc encore une fois, beaucoup de bruit pour le LMNP, alors qu'en réalité, il n'y a pas de changement. Vous savez bien qu'en février 2025, ils ont réintégré les amortissements dans le calcul de la plus-value. Donc ça, c'était déjà l'année dernière. Ça n'a pas changé. Il n'y a aucune autre évolution cette année au niveau du LMNP. La seule petite modification qui a été faite, en tout cas petite précision, je ne sais pas si c'est une précision, mais en tout cas un changement, c'est par rapport, vous savez, au statut du LMNP et LMP. En fait, à l'époque, avant cette loi, quand on s'expatriait et qu'on était non-résident, théoriquement, on basculait loueur meublé professionnel parce qu'en fait, on prenait en compte les revenus du travail de France. D'accord, en résident français, mais comme tu étais expatrié, il n'y avait pas de revenus du travail en France et donc automatiquement tu basculais en loueur meublé professionnel à partir du moment où tu dépassais le seuil, je ne l'ai plus en tête, mais aux alentours de 23 000 euros, je crois. Donc là, ce qu'il change, c'est que désormais, en fait, le LMNP, tu restes LMNP quand même si jamais tes revenus du travail qui se situent à l'étranger sont supérieurs aux revenus que tu as en location meublée en France. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que en réalité, les non-résidents ne basculent pas nécessairement en loueur meublé professionnel. Je vais vous dire un truc, c'est pas forcément un cadeau, parce que c'est ce que je vous explique à chaque fois, c'est qu'on croit toujours que le fisc veut qu'on passe en loueur meublé professionnel, c'est pas forcément vrai. Pourquoi ? Parce qu'en loueur meublé professionnel, on n'est pas soumis à l'IFI, d'accord ? Donc l'impôt sur la fortune immobilière. Donc souvent, le fisc préfère que l'on reste en LMNP. Surtout si jamais tu es un non-résident qui s'expatrie, il y a des chances que tu sois riche, peut-être que même que tu es soumis à l'IFI. Donc, en vrai, ça arrange le fisc probablement que tu restes en LMNP pour que tu sois soumis à l'IFI. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est que souvent, en fait, quand on est investisseur immobilier débutant, on se stresse beaucoup du passage du LMNP au LMP. En réalité, le fisc parfois préfère que tu restes LMNP quand tu commences à avoir un patrimoine important, tout simplement parce qu'en LMNP, il te soumet à l'IFI. Voilà, j'avais fait un épisode d'ailleurs sur le sujet du passage du LMNP au LMP, parce que nous, en l'occurrence, on est toujours loueur meublé non professionnel. On n'a jamais changé vers le loueur meublé professionnel, étant donné que en fait, on a absolument tout délégué et qu'on est sur le fil du rasoir par rapport à l'IFI. Donc, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, en fait, le fisc peut vouloir nous rebasculer. Donc, aujourd'hui, nous, on est toujours en LMNP, même si on a bien plus de revenus de nos locations meublées que de revenus du travail. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a fait du bien. J'ai fait donc ces 3 petits points. Je récapitule très rapidement. Donc, il y avait le fameux dispositif Jeanbrun avec la création du statut de bailleur privé. Et comme je vous ai montré et expliqué, en réalité, ça fait pchit, ça va strictement rien changer pour nous. La deuxième chose, c'est la loi de finances, du financement de la sécurité sociale au sujet de la flat tax et de l'augmentation de la CSG. Donc là, pour le coup, c'est bête et méchant. C'est juste une augmentation d'un taux qui a un impact direct sur nous. Donc là, il n'y a pas de sujet. Et enfin, LMNP, il n'y a pas de changement non plus, sauf la petite différence par rapport aux non-résidents et au statut loueur meublé professionnel. Donc voilà, donc en fait, vous voyez bien, il y a quasiment rien de changé à part ce taux de CSG. Donc beaucoup de bruit pour pas grand-chose à mon sens. J'espère que vous étiez content que je vous fasse ce résumé bref. Vous voyez maintenant que vous n'avez pas besoin de suivre l'actualité fiscale, que les journalistes s'amusent à chaque fois à mettre des titres, on appelle ça des titres putaclic, c'est-à-dire ils mettent des titres, c'est la fin du LMNP, la fin des investissements immobiliers, la fin de machin, nanana, tout ça pour que vous cliquiez sur les articles, pour qu'ils aient leur temps de lecture sur leurs articles. J'espère que vous n'allez pas vous refaire avoir cette fin d'année, parce que ça sera tous les ans comme ça. Moi, ça fait 10 ans qu'on est dans l'investissement immobilier, ça fait 10 ans qu'il y a à chaque fois les mêmes articles, donc maintenant, moi je rigole, je me marre. Dites-vous que votre temps, il est précieux, donc attendez mon épisode à chaque fois, et si jamais il y a vraiment quelque chose d'important qui va passer, je vous ferai un épisode sur le sujet, donc il suffit d'être abonné au podcast, et au moins vous avez l'essentiel. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, et à bientôt.